Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Tandem TV pour décrypter l'actualité, la situation géopolitique du Moyen-Orient, particulièrement complexe en ce moment. Vous êtes géopolitologue, spécialiste de l'histoire contemporaine, consultant, essayiste. Vous connaissez très bien le Moyen-Orient et l'islamisme radical. Ma première question concerne l'actualité en Israël, puisque dans la nuit du lundi 18 au mardi 19, du lundi 17 au mardi 18 mars, l'armée israélienne a frappé des dirigeants terroristes du Hamas soutenus par le renseignement américain. Quels sont pour vous les buts de cette intervention et quelles pourraient en être les conséquences? Alors, les buts de l'intervention sont assez clairs. Ça fait 17 jours que les négociations patinent, que le cessez-le-feu est de facto violé, même si ce n'est pas officiel, par des terroristes du Hamas qui, de temps en temps, mettent des bombes pour essayer de faire sauter un Israélien. Ce n'était pas les tirs d'avant, mais c'est considéré comme un viol du cessez-le-feu. Le président, Trump a dit lui-même qu'il fallait libérer, très rapidement les otages. Les négociations entre Américains et émissaires, à Doha, au Qatar, ont été extrêmement claires puisque, Trump a fait savoir qu'il y avait un ultimatum, qu'il fallait libérer les otages israéliens, dont un otage américain. Le Hamas apparemment veut jouer le maximum pour récupérer le maximum de prisonniers en échange. Le Hamas veut toujours plus de prisonniers pour très peu d'otages donnés. Israël est allé de manière graduelle en coupant l'arrivée des vivres humanitaires, sachant qu'il y a quand même de quoi tenir pendant 6 mois, hein. Pendant des mois, on a eu des camions qui sont venus, à peu près 700 camions tous les jours sont venus depuis des mois pour alimenter Gaza. Donc Gaza n'est pas coupé, n'est pas dans la faim. Il y a beaucoup de réserves pendant plusieurs mois. Alors, Mais je me permets de vous interrompre parce que, effectivement, on sait qu'il y a des jours et des jours de réserve, et pourtant certains médias critiquent le blocus, soi-disant blocus israélien, avec le fait que les camions d'aide n'entreraient pas dans Gaza. alors, c'est vrai que depuis quelques jours, de manière proportionnelle, Israël a voulu commencer par couper l'arrivée de nombreux camions, sauf certains. Ensuite, menace de couper l'électricité et ensuite menace de reprendre le feu contre le Hamas. Mais il faut savoir que 700 camions sont arrivés chaque jour depuis que le blocus avait été levé, en tout cas depuis que le cessez-le-feu avait été trouvé. Donc on sait, le Hamas lui-même l'a reconnu, qu'il y a à peu près 6 mois d'avance pour tenir. Donc effectivement, ce que vous dites est intéressant. C'est une forme de désinformation puisque, on ne dit pas, ce que le Hamas lui-même a reconnu, qu'il y avait des mois pour tenir. Alors ce qui est vrai, c'est que la population peut souffrir, non pas parce qu'Israël coupe les vivres pour affamer les gens, je répète, il y a des mois d'avance, mais parce que le Hamas revend extrêmement cher les vivres qui sont accumulés et se gave dessus avec un véritable trafic qui est absolument ignoble parce que malheureusement, les gens qui contrôlent ce qui reste de terrain à Damas, et tout n'a pas été rasé, eh bien, ce sont des gens du Hamas qui contrôlent pardon, le terrain et tout ce qui existe À Gaza. à Gaza. Donc ça, c'est un véritable problème. Les otages ne sont toujours pas libérés. Apparemment, le Hamas croit être en position de force et il utilise la guerre psychologique, ce qui est malin de sa part, en disant apparemment, il y a des Israéliens qui préfèrent que tous les otages soient éliminés. Hein, c'était l'une des dernières communications du Hamas. Les Israéliens, au gouvernement, apparemment se fichent de la vie des otages pour laisser la faute sur le gouvernement israélien. Mais en fait, les choses sont simples. Si le Hamas avait sans condition libéré les otages restants, on pourrait appliquer un cessez-le-feu et la population de Gaza serait soulagée. Malheureusement, la logique du Hamas n'est pas celle de la population, c'est plutôt celle de prendre la population en otage. Et maintenant que M. Trump a dit depuis plusieurs semaines qu'il allait promettre l'enfer au Hamas si il n'y avait pas application du cessez-le-feu et remise des otages, eh bien, M. Netanyahou a les mains libres avec une administration américaine
qui a essayé de négocier, parce qu'elle n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, une administration va-t-en-guerre. Même pour l'Iran, il y a des essais de négociation avec l'Iran, mais Trump, et vous savez, vous connaissez sa devise, hein, soit on négocie, on trouve un accord, soit ça va être l'enfer. Et là, on peut dire que l'administration Trump donne carte blanche à partir d'aujourd'hui, mais on le savait déjà hier, pour promettre l'enfer, c'est-à-dire que ce qui a été dit d'ailleurs dans les mots même utilisés par M. Trump, Israël va pouvoir finir le travail, ce qui sous-entendait que l'administration américaine savait que le travail n'était pas totalement terminé. Alors bien sûr, c'est triste pour les civils, mais c'était prévisible. Ce cessez-le-feu était violé finalement dès le début. Et le problème du Hamas, c'est qu'il considère une trêve comme quelque chose que l'on peut rompre à tout moment. Et c'est bien dommage, mais pour libérer des prisonniers, qui sont souvent des criminels d'ailleurs, pour libérer des prisonniers palestiniens de Gaza, eh bien, et pour essayer d'en avoir le maximum, le Hamas est en train de permettre, de donner un blanc-seing à l'administration israélienne pour nettoyer le terrain et finir le travail. Et donc tout cela est dramatique, mais c'était prévisible. Ah, je reviens sur un point très intéressant. Quand on parle de blocus, le fait que l'aide humanitaire, l'aide alimentaire ne rentre pas depuis quelques jours, est-ce que l'idée derrière, c'est de mettre la pression sur le Hamas avec ce qui pourrait être une révolte populaire contre le Hamas? Parce qu'à un moment, quand les gens n'auront plus à boire et à manger, ils pourraient se retourner contre les dirigeants qui sont à Gaza aujourd'hui? Alors ça, c'est un calcul d'occidental ou d'israélien. Mais pour le Hamas, le calcul est différent. Vous savez, c'est comme les morts. Quand le Hamas provoque et engendre une situation qui crée des représailles avec de nombreux morts à Gaza, nous, on se dit il a perdu puisqu'il a déclenché du feu contre lui. Ses soldats et les civils meurent, mais le Hamas raisonne autrement. Le Hamas raisonne en vie perdue qui vont permettre d'être une sorte de liant de facteurs médiatiques qui va sensibiliser les Arabes de Cisjordanie, parce que c'est ça le vrai but de Hamas. Le but du Hamas, c'est de risquer de voir Gaza entièrement rasé, à chaque fois avec des spirales que l'on croit être un échec du Hamas, alors qu'en réalité, je l'ai toujours dit, le but d'un terroriste, c'est justement de mourir. Le but d'un terroriste, c'est de faire le plus de morts possible dans ses rangs et parmi les civils, et même parmi les enfants et les vieillards, afin de faire passer celui qui fait les représailles, qui tombe dans le piège de la provocation, pour le responsable, le génocidaire, pour ensuite séduire d'autres âmes. Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé en Jordanie. Depuis quelques mois, on a les frères musulmans au pouvoir en Jordanie, les amis du Hamas. Regardez en Égypte, M. El-Sisi est très effrayé parce qu'il sait que la cause palestinienne, dans le sens des frères musulmans, qui sont un véritable pouvoir en Égypte, qui a été victime d'un coup d'État, mais la société égyptienne demeure majoritairement gagnée par les idées des frères musulmans, c'est un véritable chaudron. Plus on tue des Palestiniens, peu importe que ça soit la faute du Hamas, parce que dans beaucoup de consciences arabes qui ont été sensibilisées à la cause palestinienne telle que le Hamas l'a voulu et à la cause des frères musulmans, l'idée c'est que le bourreau Satan israélien tue de manière indiscriminée des civils. Donc si vous voulez, pour répondre à votre question, c'est valable pour les morts, c'est valable pour les immeubles rasés, mais c'est valable aussi pour des vivres qui n'arrivent pas. Le Hamas va pouvoir dire, alors que c'est lui qui retient la nourriture et qui la vend très cher et qui fait du trafic dessus, eh bien, et alors que lui-même, le Hamas, n'est pas généreux pour distribuer tout ça, parce que, je le répète, ça se revend très cher, eh bien, le Hamas accuse Israël d'affamer la population dans une logique génocidaire, et une grande partie des masses arabes et surtout des masses islamistes du monde qui grandissent, hein, l'islamisme est un phénomène qui grandit chaque jour. Les frères musulmans, je ne parle pas que du djihadisme, je parle aussi de l'islamisme politique, qui est finalement la voie non violente, mais c'est la même idéologie. Les frères musulmans ont à la fois des partis politiques, comme celui qui dirigeait l'Égypte, mais ils ont aussi des groupes djihadistes comme le Hamas ou le djihad islamique. Et donc, il y a quand même des passerelles entre l'islamisme politique et l'islamisme djihadiste. Et moi, je pense qu'à long terme, il n'est pas certain que celui qui est obligé de tomber dans le piège de la répression gagne. Vous pouvez gagner une guerre tactique contre le Hamas. Par contre, extirper
extirper l'idéologie islamiste des frères musulmans, qui consiste à faire croire qu'on a affaire à un combat religieux et que Jérusalem serait la troisième ville sainte de l'islam, au même titre pratiquement que la Mecque et Médine, ce qui est une hérésie dans l'islam, hein. Et c'est pour ça que les Saoudiens ne sont pas du tout pro-palestiniens. Dans l'islam, Haramain, c'est 2 lieux saints, c'est pas 3. Mais les islamistes, plus il y a des représailles à Gaza ou ailleurs en Palestine, ou dans les territoires palestiniens, supposés comme tels ou reconnus par l'UNESCO ou l'ONU ou par certains pays, plus dans les masses islamistes, il se conforte l'idée que le diable pro-américain, le Satan israélien juif sioniste, massacre des populations d'un pays, la Palestine, qui est en fait le troisième lieu saint de l'islam à travers la mosquée El-Aqsa et bien sûr El-Quds. Alors, par rapport à ce que vous disiez sur la Cisjordanie, Judée, Samarie, l'idée, c'est que le Hamas, à travers sa communication, incite des islamistes là-bas à commettre des attentats? Pas uniquement. Moi, ce que je crains, c'est qu'un jour, de toute façon, ça, je ne le crains pas, mais ce que je crains, je vais le dire après, ce qui va se passer, un jour, on aura besoin d'une solution politique. J'espère le plus tôt possible, une solution politique, avec des gens de bonne volonté qui voudront remplacer l'administration du Hamas à Gaza. Et un jour ou l'autre, il faudra des élections dans l'autorité palestinienne. Ah, Et j'allais donc, vous en parler parce qu'on va rappeler que Mahmoud Abbas, qui a 86 ou 87 ans, il est président depuis 20 ans de l'autorité palestinienne. Il avait été élu en 2005 pour un mandat de 4 ans et il n'a jamais refait d'élection. C'est un dictateur qui ne porte pas ce nom. absolument. Et on voit tout le problème d'un interlocuteur qui n'est pas élu. Regardez la difficulté de Zelensky à être l'homme qui pourrait signer un cessez-le-feu dès lors que les Américains disent qu'il n'est pas légitime et Poutine dit carrément que c'est un dictateur qui n'est pas élu depuis des années, etc. Alors, ce n'est pas comparable, bien sûr, mais dans les deux cas, le problème de quelqu'un, qu'on le trouve légitime ou pas, moi, à la limite, Mahmoud Abbas, je veux bien le trouver légitime, mais il n'est pas légitime pour tous ceux qui pensent, ce qui n'est pas faux, qu'il n'a pas été élu, en tout cas qu'il n'est pas réélu. Et donc, qui est-ce qu'on va trouver à sa place? On peut trouver des barghoutis qu'on ressuscite comme ça, on peut retrouver des modérés soi-disant du Hamas, on peut trouver des notables, les fameuses tribus à Gaza et des familles dans l'autorité palestinienne. Mais ce que l'on sait, c'est que les cœurs sont de plus en plus pro-Hamas. Ça peut paraître fou. Nous, en tant qu'Occidentaux, on va se dire, mais quel intérêt à quelqu'un de l'autorité palestinienne qui vit pas trop mal à se retrouver un jour dans la situation de Gaza? Ça paraît irrationnel, mais dans l'esprit de ceux qui sont sensibles à l'idéologie islamiste, le sacrifice est acceptable et l'être humain qui est en face de lui, le diable sioniste, est tellement maléfique que c'est l'apocalypse, c'est la guerre de la fin du monde entre le bien et le mal. Pour les Palestiniens qui sont sensibles à la cause des frères musulmans, et il y en a de plus en plus, le fait qu'ils aient gagné les élections en Jordanie, hein, où ils sont plus nombreux que les autochtones, est déjà extrêmement inquiétant. Ils avaient gagné les élections démocratiquement en Égypte, pays extrêmement voisin. D'ailleurs, Gaza fut longtemps égyptienne. Et donc, il y a des vases communicants. Et la peur de ces pays les plus proches, Jordanie et Égypte, c'est que le Hamas non seulement contamine l'autorité palestinienne, ou plutôt les habitants de l'autorité palestinienne, mais contamine aussi le Proche et le Moyen-Orient. Et c'est ce qui est en train de se passer. De nombreux musulmans sensibles à l'idéologie des frères musulmans, je ne parle même pas de Daesh ou de Al-Qaïda, des frères musulmans, sont en gros du côté du Hamas et pensent que c'est un génocide qui est en train de se passer. Et nous, on croit que ça va les faire plier, que le peuple va se révolter contre le Hamas, qui est en fait celui qui donne le prétexte à Israël pour frapper. Mais ça, c'est un raisonnement rationnel d'occidental qui aime la vie. Si on raisonne d'une manière islamiste, je dis bien islamiste, hein, c'est pas Bien islamique, sûr, oui. si on raisonne d'une manière islamiste, c'est-à-dire une politisation extrême de l'islam et une logique un peu mortifère qui consiste à penser que la réalisation du califat passe par des énormes dégâts, des martyrs nécessaires dont la mort va susciter des vocations du reste de l'islam. Là, on est dans une logique apocalyptique qui n'est pas du tout celle de la vie terrestre. Et donc, sinon, s'il y avait une logique rationnelle,
si on pouvait appliquer notre logique à ce qu'il y a en face, eh bien, les Palestiniens, depuis très longtemps, auraient préféré quelqu'un comme Mohamed Dahlan, un homme de Gaza, mais qui habite aux Émirats, qui a été emprisonné. Il était l'ancien bras droit de Yasser Arafat, vous le connaissez. Après, quand il est sorti de prison, il a voulu changer et il a dit, on a essayé le terrorisme, ça ne marche pas, il faut maintenant arrêter le terrorisme et Oui, finalement beaucoup trouver l'ont un vu. dialogue avec les Israéliens pour amener la prospérité. Et il était prêt, mais il veut même plus maintenant jouer un rôle parce qu'il voit bien que on est dans une logique qui est toujours plus apocalyptique. Et donc des bonnes volontés comme Mohamed Dahlan qui voudraient faire une nouvelle palestinité qui met fin à toute action terroriste pour ne pas qu'Israël ait le prétexte de frapper, c'est ce que dit Mohamed Dahlan. Même ça, c'est totalement inaudible aujourd'hui dans la plupart des milieux palestiniens. Mohamed Dahlan n'est plus populaire. Mais alors qu'il a amené plein d'argent des Émirats dans la bande de Gaza, sa terre natale. Ce que Et je veux que dire beaucoup par l'ont là, c'est que considéré comme quelqu'un qui aurait pu, jusqu'à assez récemment, être le successeur de Mahmoud Abbas. Mais d'après moi, je votre pense qu'il analyse, était le meilleur. Il était le oui, meilleur, mais apparemment, il est considéré là-bas comme un traître et comme un pro-israélien et un traître qui collabore avec la CIA et le Mossad. Voilà la réputation aujourd'hui de Mohamed Dahlan. mais alors selon votre analyse, le plan Trump avec l'idée que des Palestiniens de Gaza partent en Égypte ou en Jordanie a peu de chances de se réaliser par rapport à la crainte des pouvoirs en place de voir une affluence de Absolument. Palestiniens s pris par l'engrenage de l'idéologie des Frères musulmans arriver chez eux. Alors, on n'a peut-être pas envie d'entendre ça, bien entendu, aujourd'hui, de nos jours, surtout ceux qui aiment Israël, mais malheureusement, c'est la réalité. Moi, je suis allé en Égypte il y a 1 an et demi, j'ai rencontré le grand imam d'El-Azhar, qui pourtant est une autorité qui est considérée, entre guillemets, modérée, mais on a vu ses positions sur l'après 7 octobre, c'était assez effrayant, et pourtant c'est un des plus modérés. Mais j'ai vu aussi le Premier ministre et des ministres et des responsables, des intellectuels, mais ce que l'on a senti, c'est que la moindre étincelle peut allumer la guerre civile en Égypte, puisqu'on a des gens qui ont voté frères musulmans, qui ont ensuite accepté un référendum, mais largement voté, largement majoritaire, qui était en faveur de la charia. Donc le peuple égyptien, par 2 fois, des élections présidentielles et un référendum, à l'époque du printemps arabe, ont voté pour une gouvernance islamiste. Ensuite, il y a des gens qui ont manifesté dans la rue, des millions de personnes, c'est vrai, et qui a été un prétexte pour qu'un militaire fasse un coup d'État pour retirer tout pouvoir aux frères musulmans de manière absolument pas démocratique. Moi, je suis d'accord avec Sisi, c'est un leader qui m'apparaît stabilisant pour l'Égypte, mais mettons-nous à la place du peuple égyptien qui a voté pour les frères musulmans, voire qui est encore plus islamiste. Il pense que les diables israéliens et américains ont aidé leur chef traître à faire un coup d'État pour empêcher le vote démocratique islamiste du peuple. Nos auditeurs ne sont pas habitués à entendre ça, mais parfois il y a des islamistes qui sont élus démocratiquement. En Égypte, c'était le cas. Ça a été le cas dans plusieurs pays arabes et c'était le cas en Jordanie. Le grand drame dans les pays arabes, c'est que si vous laissez des élections libres, les islamistes ont de très grandes chances d'arriver au pouvoir. C'est ce que je dis depuis des années. Donc c'est un cercle vicieux. Et donc les Égyptiens ne peuvent pas accepter des terroristes palestiniens ou des Palestiniens de Gaza qui ont été abreuvés depuis l'âge de 3 ans avec l'idéologie du martyr, avec sa ceinture d'explosifs, hein. On connaît les images des enfants dans les écoles qui apprennent à singer des terroristes avec des fausses ceintures terroristes, des fausses ceintures explosives. Mais comment voulez-vous que l'Égypte accepte plus de 200 personnes comme ça? Ils vont jamais en accepter des milliers. Ce sera l'étincelle qui réveillera les islamistes dormants d'Égypte, qui pour l'instant ont choisi la démocratie. Quand ils ont voté, on leur a volé les élections. D'autres sont dans le maquis, dans le Sinaï. Si on injecte des milliers de Palestiniens en Égypte, il est certain qu'ils vont donner, avec leurs témoignages victimaires et leur récit du génocide que Israël leur a infligé, ça va allumer, ça va rallumer des mèches djihadistes en Égypte. Et on a plein de frères musulmans qui pourraient passer, un peu comme en Algérie pendant la guerre civile. On a des gens qui avaient voté pour le fils. Les frères musulmans du fils ont été interdits et c'est devenu le GIA, ancêtre de Hakmi. Donc, si vous voulez, moi, je connais pratiquement le scénario du futur. Plus il y aura des répressions dans les pays arabes contre des mouvements islamistes, plus il y aura des djihad. On n'en a pas terminé avec cette histoire. Et c'est bien le problème.
Alexandre Delval, le temps nous manque parce que j'avais beaucoup d'autres sujets que je voulais aborder avec vous, notamment le Yémen, la situation au Liban et en Syrie, mais on aura l'occasion prochainement, j'espère, d'en parler. Alors, Merci le beaucoup. Yémen, trois Oui, minutes, c'est très avec grand important. plaisir. Le Yémen, c'est très important parce qu'on a là des Houthis, donc des miliciens chiites d'un mouvement zaïdite qui est un mouvement chiite assez proche du sunnisme. C'est des chiites, mais c'est les plus proches chiites des sunnites. Ils ne sont pas du tout comme les alaouites, ils ne sont pas dans le camp iranien parce qu'ils sont une hérésie, mais ils ont toujours eu cette auto-représentation différente des sunnites. Pendant le printemps arabe également, qui a déstabilisé, ça c'était Obama. C'était l'administration Obama avec le Qatar et les frères musulmans. Les frères musulmans, comme ailleurs, ont gagné les élections au Yémen, le semblant d'élection. Mais les Houthis chiites voulaient leur part du gâteau. Les frères musulmans ne voulaient pas leur donner, et les chiites ont 40% du Yémen. Ils se sont radicalisés. Mais ils n'étaient pas liés à l'Iran au début. Ils n'étaient pas liés à l'Iran. Mais en se radicalisant dans le cadre d'une guerre civile contre les sunnites frères musulmans qui avaient gagné les élections, ces chiites sont devenus de plus en plus proches de l'Iran. Et aujourd'hui, l'Iran demande un petit peu, vous savez, c'est comme le parrain quand il fait une faveur dans le parrain 2, vous savez, à quelqu'un, il lui dit un jour, je te demanderai un service en échange. Et régulièrement, l'Iran dit, eh bien, moi je t'aide dans ta guerre contre les Émirats, contre l'Arabie saoudite, contre les sunnites, etc. Je suis quand même vachement sympa. De temps en temps, il faut que tu me donnes des remboursements. Et les remboursements, c'est de taper sur Israël ou de faire croire que tu tapes sur Israël ou d'harceler des bateaux et du coup, la mer Rouge est bloquée. Même les Chinois en ont marre de ce que font les Houthis, puisque ça bloque le commerce international, cet activisme. Et je pense que c'est le début de la fin des Houthis. Là, je pense qu'ils dérangent pratiquement tout le monde. Il n'y a que l'Iran qui les utilise comme pouvoir de nuisance, et encore, mais aujourd'hui, tous les pays sont d'accord pour en finir avec les Houthis. Je pense qu'avec Trump, il va y avoir enfin une action concrète contre les Houthis, parce que, regardez la CMA, la compagnie maritime d'affrètement française, un des meilleurs armateurs mondiaux, ils ont rencontré Trump récemment, ils n'en peuvent plus. Ça coûte beaucoup plus cher quand vous devez passer par l'Afrique du Sud, par le Cap, au sud de l'Afrique, plutôt que par Le canal de la Suez. Rouge. Alors, Pardon? d'abord, ça coûte beaucoup plus cher, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis, dans l'actualité récente, on va rappeler que les États-Unis ont mené il y a quelques jours des attaques majeures contre les Houthis, que les Houthis ont répliqué contre des attaques contre le porte-avions Harry Truman. Absolument. Donc, on a une situation qui s'envenime, qu'on n'avait pas imaginé, qui n'a jamais eu lieu jusqu'à l'arrivée du président Trump. Donc, effectivement, il y a peut-être un renversement de la Il y a table. un renversement. Et pour conclure, il y avait 7 fronts de l'axe iranien. Il y avait bien sûr les Arabes israéliens qui étaient un front potentiel, les Palestiniens de l'autorité palestinienne et de Gaza avec le Hamas. Il y avait la Syrie, mais qui a sauté. Il y avait le Hezbollah, mais qui est très affaibli par les représailles israéliennes, comme le Hamas. Et il reste l'Iran, les Houthis et les Irakiens en bon état. En quelque sorte, entre guillemets, dans l'axe iranien, il reste 3 fronts en bon état. Et si les Houthis subissent des dommages, parce que c'est ce que veut Trump, il veut mettre fin à cette impunité des Houthis qui sont pratiquement dans l'impunité. Ils ont pris assez peu de représailles depuis l'administration Biden. Là, il restera que l'Irak et l'Iran véritablement en état, comme pas parmi les fronts opérationnels dans le cadre éventuel d'une guerre entre Israël et l'Iran. Et c'est quoi la conclusion? C'est que quand il restera que 2 fronts, l'Iran et l'Irak, ce qui c'est presque le même parce que là c'est soudé, c'est vraiment très très proche, eh bien le moment sera venu pour Israël d'attaquer l'Iran. L'Iran ne pouvait pas être attaqué tant qu'il y avait des fronts proches qui avaient une forte puissance de feu, puisque ça aurait harcelé Israël, Bien sûr. qui aurait été pris en sandwich par le sud et par le nord, voire aussi par l'intérieur. Il y avait trop de fronts. Maintenant que ces fronts du sud et les plus proches d'Israël, Syrie, Hamas, Gaza et Hezbollah au Liban, et si les Houthis, qui eux-mêmes parfois envoient des projectiles qui arrivent à atteindre plus ou moins le territoire israélien, si ce front-là est détruit, ce que veut Trump, la porte sera ouverte, ce sera la fenêtre de tir pour pouvoir attaquer l'Iran, pour l'empêcher d'avoir le programme nucléaire. Je ne dis pas que c'est ce que je souhaite, ou je ne dis pas que c'est sûr ou pas sûr. C'est purement une hypothèse, disons, possible, qui est dans les cordes. Non, non, mais ça paraît assez logique dans la stratégie de ce qui se passe en ce moment. Alexandre Denval, merci beaucoup pour votre analyse, d'avoir été avec nous sur Tandem TV. J'espère à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.